La table ronde par laquelle nous allons commencer illustre en effet l'enjeu de cette nuit, au cœur du moment présent. L'enjeu de cette nuit, c'est de montrer en quoi la recherche scientifique dans toutes les disciplines, sur un thème comme l'énergie, c'est-à-dire au fond sur l'un des défis majeurs de notre temps, au carrefour entre les problèmes climatiques, les problèmes de transition dans toutes les dimensions de ce terme, en quoi les recherches scientifiques sont absolument nécessaires pour affronter ces défis, en quoi nous avons besoin de l'ensemble des disciplines et de toutes les forces de la société pour affronter ce défi. Et cela va être illustré par ce débat dont le thème, que je préciserai dans un instant, va porter sur les liens entre la recherche dans toutes les sciences et l'impact dans tous les domaines de la société, entre l'urgence de l'impact et les exigences de la recherche. Le lien, mais aussi les tensions possibles entre ces temporalités, entre ces exigences, dont l'école normale supérieure est un des lieux. Nous irons ainsi de la nanophysique, des plus petites particules, la nanofluidique, dont Lidéric Bocquet, ici présent, est un des grands spécialistes en France et dans le monde, jusqu'aux sciences de la société, jusqu'aux enjeux globaux, à travers les travaux et les figures aussi de Laurence Tubiana et de Valérie Masson-Delmotte, qui incarnent, entre autres choses, le GIEC, la grande collaboration de tous les scientifiques du monde, la COP, les conférences des parties sur le climat, et beaucoup d'autres institutions, Valérie Masson-Delmotte et Laurence Tubiana ont aussi des collaborations au sein du Haut Conseil pour le climat, entre autres choses. Mais bien entendu, autant Lidéric Bocquet n'est pas seulement un chercheur scientifique, mais aussi un savant engagé dans les projets de transition, notamment du département de physique de l'école, qui programme de grands projets autour de la transition climatique. Autant Valérie Masson-Delmotte et Laurence Tubiana sont aussi de très grandes chercheuses dans les sciences de la Terre et de l'environnement, et évidemment en économie et en sciences sociales, pour l'une et pour l'autre. Et aussi, tous les trois sont de très grands enseignants et enseignantes. Et je dirais un mot des étudiants et des étudiantes qui ne sont pas là seulement pour entourer nos chercheurs, mais comme dans toute la nuit, pour travailler ensemble. C'est la marque de l'école aussi, avec les enseignants et les enseignantes, les chercheuses et les chercheurs. Laurence Tubiana est même, depuis peu, enseignante ici même, au sein de notre programme d'études démocratiques. Il y a donc ici toute la recherche, une incarnation de toutes les disciplines, tous les engagements sociaux. Et puis il y a une troisième dimension qui est celle de la nuit aussi, c'est d'éclairer le débat public. Votre présence est essentielle. Pour nous, l'engagement de l'école, c'est un engagement dans la recherche, c'est un engagement pour la société, pour résoudre ces problèmes, mais ça passe par l'éclairage des esprits, des citoyens, dans le débat, dans ces débats que nous allons suivre dès maintenant, avec des conférences dans toutes les disciplines, des tensions aussi, il peut y avoir entre elles et eux, on va voir peut-être des points d'accord et de désaccord. Et l'ensemble de la nuit va refléter ce premier jet, cette première expérience, ce premier échantillon en quelque sorte, mais assez exceptionnel, vous l'avez compris. Donc toute la nuit, grâce à Charles François, grâce à Laurence, grâce à toutes les équipes de l'école. Je voudrais remercier l'équipe de la direction de l'école, en particulier Stéphanie Trouflard et Marina Tixier-Sardo, tous les services de l'école, le service logistique, le service de la communication, nos partenaires, bien sûr, celles qui nous ont aidés, Happy Company, l'entreprise, le prestataire qui nous accompagne, qui a permis aussi le montage de cette grande scène, qui fait que c'est aussi un moment non seulement de recherche et d'engagement et de débat, mais aussi de fête et de partage, au fond, cette nuit qui a été permise donc avec tous les départements de l'école, qui va de la science la plus fondamentale jusqu'aux arts, en passant par les humanités, par les sciences sociales. Et je remercie aussi particulièrement Emmanuel Guibert qui a dessiné l'affiche, la flamme bleue que vous avez toutes et tous vue et qui répond, ce n'était pas prévu, à l'énergie bleue, qui est aussi le mot d'ordre de Lidéric Bocquet, qui porte la source renouvelable d'énergie au cœur de l'eau salée et de l'eau douce.
Donc Charles-François et Laurence, merci beaucoup. Alors Charles-François et Laurence sont extrêmement discrets, je dirais pas timides, parce que c'est des forces de frappe aussi, de recherche, en histoire et en chimie, mais ils n'ont pas voulu intervenir dans la nuit. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot, vous n'avez pas de micro, mais bon voilà. Je suis content que vous ayez accepté de venir sur la scène. C'est un moment exceptionnel. Charles-François interviendra à un moment dans une des expositions, un des moments esthétiques de cette nuit. Comme le temps nous est compté, on va passer, je vais revenir maintenant à la table ronde, en vous invitant bien entendu à profiter de tous les événements de la nuit, hein, à profiter de tout ce qui vous est proposé. Il y aura aussi des traces durables de cette nuit. Hein. Notre partenariat avec Le Monde donnera lieu non seulement à ce hors-série de 4 pages que vous avez pris aujourd'hui, mais vous pouvez recevoir aujourd'hui, mais à un podcast, à une vidéo. Un film sera tourné pour garder des traces de l'événement. Et bien entendu, il s'agit de recherches au long cours. Et cette nuit n'est qu'un échantillon de ce qui se fait tous les jours dans tous les départements de l'école. De ce débat maintenant, qui va ouvrir cette nuit, dont j'espère que vous allez garder le plus beau souvenir, j'espère que nous n'aurons pas trop de météorologie dynamique. Je vais introduire 2 jeunes chercheurs qui sont au laboratoire de météorologie dynamique. J'espère qu'elle ne sera pas trop dynamique cette nuit, mais nous aurons peut-être un petit orage d'après les évolutions de la météo. Ce débat va donc comprendre les 3 invités que j'ai déjà présentés, Laurence Tubiana, Valérie Masson-Delmotte, Lidéric Boquet, mais aussi 4 étudiantes et étudiants. Je vais vous les présenter en vous indiquant le mode d'emploi de cette première étape de notre nuit de l'énergie. Nous avons ici 3 doctorants et un étudiant en master de différentes disciplines que je vais présenter et qui vont chacun avoir un quart d'heure, au fond, avec nos 3 intervenants et intervenantes en posant une question aux 3, auxquelles vous devrez répondre donc, à tour de rôle et à 4 fois. Il y aura 4 tours de piste. Nous irons jusqu'à 18h30 en tout. C'est d'abord Solène Forget qui va commencer, qui est doctorante au LMD, donc au laboratoire... Non, c'est pas bon, c'est Johan... c'est Johan Delors qui va commencer, qui lui est doctorant au LMD, qui travaille sur justement l'énergie et le climat, et qui va poser une question suivie de réponses pendant le premier quart d'heure, disons jusqu'à à peu près 18h30. Je ferai le gardien des horloges. C'est ensuite Célène Forget, qui elle est doctorante en chimie à l'école, et qui posera une deuxième série de questions. Ensuite, ce sera Clément Fontanariva, qui est en master d'histoire sous la direction de Charles-François Mathis, et qui est là, et qui va poser une 3e série de questions. Et enfin, c'est Alban Lotte qui conclura. Ensuite, nous aurons un temps de questions et de réponses avec vous, et peut-être le temps d'un dernier tour de parole avec les uns et les unes. Je voulais vous signaler donc cette table ronde d'ouverture va durer de maintenant à peu près 17h15 si je n'ai pas été trop long, jusqu'à 18h30, peut-être un tout petit peu plus. À 18h, n'hésitez pas si vous voulez aller à l'une des conférences qui commencent à 18h, nous ne serons pas vexés, nous n'interpréterons pas ça comme un signe de désintérêt. Vous avez un embarras, c'est l'embarras du choix dans cette nuit. Et donc, à 18h, n'hésitez pas à vous disperser dans le début des conférences qui seront en parallèle. Nous terminerons vers 18h35 et 18h40, et vous aurez le temps ensuite de vous répartir pour les événements de 19h. Les événements se succéderont heure par heure. Il y a un message direct à l'adresse de Valérie Masson-Delmotte. Voilà, les supporters de nos intervenantes et de nos intervenants sont dans cette salle. Un mot sur cette salle. C'est une nouvelle salle de l'école. C'est la cour Pasteur qui a été inaugurée à la rentrée de cette école, qu'on a entièrement repaysagée d'une manière dont vous imaginez bien qu'on l'a voulu durable. C'est pour ça qu'on a mis de la paille, c'est pour protéger la pelouse toute neuve. L'arbre ici, le mûrier, a été planté par Louis Pasteur lui-même quand il occupait le laboratoire où il a découvert le vaccin contre la rage, et il a été aussi directeur des études de cette école. Il était particulièrement sévère, et je pense qu'aujourd'hui, il ne pourrait plus la diriger de la même façon qu'au XIXe siècle. Donc, je vais maintenant m'asseoir auprès de vous et donc passer la parole à Johan pour la première des questions qu'il va poser à Laurence, Valérie et Lidéric. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Moi, c'est Johan de Lorilia, fraîchement doctorant depuis 2 jours. Docteur, Ah oui, oui, c'est vrai. oui. Fraîchement docteur. Bravo. Depuis 2 jours, j'ai travaillé au laboratoire de météorologie dynamique à l'école polytechnique sur la thématique climat et énergie. Le thème de ce soir est donc l'engagement des chercheurs, des chercheuses sur la question climat, ou l'engagement en général peut-être. Et moi personnellement, j'ai essayé de m'engager à travers de mon sujet de recherche, mais aussi à côté, en faisant partie d'un atelier de réflexion critique sur la question de l'urgence socio-écologique, qui s'appelle l'Écopolien. Voilà pour la page pub. Et ce soir, j'aimerais bien vous interpeller sur l'utilité de la recherche scientifique. Il y a à peu près 50 ans, un grand mathématicien questionnait et demandait, Alexandre Grothendieck, pour le mentionner, questionnait et demandait, allons-nous continuer la recherche scientifique ? Autre temps, autres enjeux, me direz-vous. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est d'accord qu'il y a une urgence socio-écologique. Et j'insiste sur le socio, bien trop souvent éclipsé derrière le écologique, si bien qu'aujourd'hui, on se dit incapable d'accueillir avec dignité les victimes des guerres et génocides qui ont lieu pas si loin de chez nous. Passons. Face à cette urgence socio-écologique, donc, comment se dire que notre temps n'est pas mieux employé, entre autres, à aller prêter main forte à une des ZAD de France, face à un énième projet inutile et imposé? Pourquoi continuer la recherche qui nous a donné le glyphosate, l'agent orange, la bombe atomique? Vous me direz, pour celle qui nous a éclairés sur l'ampleur des bouleversements en cours, pour celle qui nous a donné les vaccins, comme ça a été mentionné, pour celle qui pourrait nous sortir de l'impasse. Et donc je vous pose la question, faut-il continuer à donner la priorité à la recherche? Et si oui, laquelle? Merci. Petite question très fortement posée. Merci à vous. Superbe ouverture. Qui est-ce qui veut commencer? On n'a pas tout répété à l'avance. Non, je ne sais pas. Bon, je vais bien me lancer. Laurence? Je me lance. N'étant pas en plus scientifique, je suis économiste et politologue, mais c'est une science, mais pas toujours celle auquel on pense, notamment par rapport à l'énergie et au climat. J'entends bien vos interrogations sur pourquoi faudrait-il encore chercher. Et en pensant à tout le travail de Valérie et bien d'autres, on pourrait se dire quand même il y a assez d'évidence, par exemple, sur le changement climatique pour qu'on fasse quelque chose plutôt que rien. Et on ne manque pas du raffinement dans les modélisations du climat, de la physique du climat. On sait beaucoup de choses, bien suffisamment de choses pour pouvoir agir. Donc, au fond, on pourrait dire, bon, allons-y, agissons. Et je dois dire que j'observe avec beaucoup d'intérêt comment beaucoup de chercheurs dans les disciplines de physique du climat, et Valérie Masson-Delmotte en est un extraordinaire exemple, se sont dit que ça ne suffisait pas de continuer son travail de recherche et qu'il fallait s'engager. Je pense à Jim Hansen, par exemple, qui est un peu plus loin de nous géographiquement, et qui, au bout d'un moment, a quitté le Goddard Institute à New York pour dire « Bon, là, ça suffit, il ne m'écoute pas, et moi, je vais devenir militant et activiste pour parler de ce qu'il faut qu'on fasse pour le climat. » Donc, il y a une tension entre continuer à travailler, à comprendre, et Dieu sait s'il faut continuer à travailler, à comprendre, parce que sans le rapport du GIEC qui nous a montré que dépasser la limite de température moyenne de 1,5 degré, ça faisait une énorme différence économique et sociale, et notamment vis-à-vis des personnes, des pays, des villes les plus défavorisées parce que ne pouvant pas résister à ces catastrophes climatiques. Malheureusement, évidemment, elles sont là aujourd'hui, elles ont été là toute la semaine et elles sont là dans le monde entier en même temps. Donc je crois que face aussi à ce déni systématique qui disparaît de temps en temps puis qui revient, pour contester cette science du climat, je crois qu'il faut répondre, il faut continuer à travailler parce qu'on n'a jamais fini, malheureusement, de donner les preuves, de montrer ce qui se passe et d'attribuer tout ce qui se passe
les émissions, enfin l'origine humaine de ces anthropique de ces émissions, dans cet exemple que je connais mieux que d'autres, on n'a pas fini de faire ça. Et d'ailleurs, plus on sera précis et informé sur l'impact du changement climatique pour nous tous, dans chaque endroit, dans chaque région, je pense qu'on gagnera davantage la bataille, qui est une bataille de conviction politique, ça c'est vrai. Donc il faut les deux, et je suis frappée du courage aujourd'hui de beaucoup de jeunes chercheurs qui s'engagent aussi en même temps que leur recherche. Donc je crois que c'est ça le bon équilibre. Mais Valérie, elle le fait tous les jours, donc... Pas qui veut enchaîner, Valérie, puis oui, peut-être Lydéric après sur aussi la recherche pour les réponses. Moi j'ai envie de faire un plaidoyer pour la recherche. Qu'est-ce que ce serait un monde si on n'avait plus de recherche scientifique libre, de recherche pilotée par la curiosité? Est-ce que finalement ce ne serait pas un retour terrible à toutes les formes d'obscurantisme qui ont déjà eu lieu? Et dans l'ensemble des débats de société, on a parlé d'urgence sociale, écologique, les enjeux climat, biodiversité, mais on a aussi des urgences économiques. Dans un monde qui fait face à de multiples crises et tensions, plus que jamais, on a aussi besoin de la rigueur de la démarche scientifique qui vise en fait par la légitimité particulière de la démarche scientifique à fournir des éléments factuels, rigoureux, vérifiables. Donc ça pose beaucoup de questions. Ça pose la question de la liberté de recherche. Et par rapport à... Enfin, on peut se tutoyer. Par rapport à ton intervention, le contexte aujourd'hui est très défavorable. Moi, j'ai vu passer le plan de budget qui rogne très fortement le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc on est dans un contexte où la capacité de recherche, y compris pilotée par la curiosité, avec des débouchés qu'on ne peut pas encore attendre, est fragilisée. Ensuite, ça pose aussi la question de la responsabilité de la recherche. Ça a été très justement souligné par un ensemble de réflexions de comités d'éthique, notamment celui du CNRS. Quelles sont les questions posées par le fait de faire face au changement climatique sur nos propres pratiques, sur notre propre empreinte environnementale, sur finalement quel est le meilleur usage, quelque part, des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux avancées de connaissances et aux ruptures. Et on n'a pas de méthode qui existe pour mesurer ça. Et puis la dernière chose, c'est plus que jamais, on a besoin de la recherche scientifique dans un climat qui change vite, par rapport à tous les enjeux, de mieux comprendre le fonctionnement du système climatique dans son ensemble, et donc éclairer ce qui permettra de le limiter. La notion, par exemple, d'atteindre des émissions de CO2 à net zéro, ça vient des progrès de la recherche scientifique. Le fait de réduire fortement les rejets de méthane pour agir sur l'effet radiatif des composés à courte durée de vie, tout en améliorant la qualité de l'air, ça vient de la recherche scientifique, la compréhension du fonctionnement, du climat, de la chimie de l'atmosphère. Et ça a des implications majeures sur l'ensemble des systèmes énergétiques. Aujourd'hui, les énergies fossiles, dans le monde, c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien que ça a permis d'éclairer ces questions-là. On a besoin de connaissances avec des impacts qui s'aggravent et qui touchent toutes les régions, tous les secteurs. On a besoin de connaissances sur les informations climatiques qui vont être pertinentes pour renforcer la résilience, les systèmes d'alerte précoce, les infrastructures énergétiques, elles sont aussi vulnérables dans un climat qui se réchauffe. Et donc on a besoin de connaissances pour, sur des infrastructures souvent de longue durée de vie, arriver à bien les dimensionner, les mettre en œuvre, renforcer leur résilience. Et puis sur le volet social, en fait, le climat qui change, ça va affecter aussi pas simplement les moyens de production, mais aussi la demande en énergie, la demande en chauffage, la demande en refroidissement. Et donc, on a besoin de connaissances issues de la recherche scientifique au sens très large, en plus des évolutions de société pour éclairer la réflexion sur la maîtrise de la demande, la manière dont le climat va façonner les demandes pour anticiper le fonctionnement énergétique. Et puis, dernier volet que je voulais aborder, un climat qui change, les enjeux de décarbonation, les enjeux de résilience, c'est explicitement matérialisé par les questions de biomasse. Aujourd'hui, par exemple, la stratégie française énergie et climat peine à boucler à horizon 2030 sur les ressources disponibles en biomasse. Et on peut avoir des questions similaires sur l'utilisation des terres, avec des enjeux croisés, énergie, eau, climat, production agricole, biodiversité. On a besoin d'approches scientifiques rigoureuses et factuelles. Et puis enfin, sur tous les leviers d'action, toute l'innovation qui existe, tout le potentiel,
on a aussi besoin d'une démarche scientifique pour évaluer le potentiel, les contraintes, la faisabilité, les bénéfices annexes ou les effets indésirables, et fournir ça en appui aux délibérations, aux choix de société. Et donc, j'espère avoir esquissé une forme de plaidoyer pour que, face aux urgences qui sont devant nous, on s'appuie davantage, finalement, sur l'interaction entre science et société, avec la recherche à sa place, pour éclairer les choix de société et y contribuer. Merci beaucoup Valérie et Lydéric, donc qui a quelques transitions tout à fait naturelles, mais Oui. je te laisse les saisir. Oui, enfin, je vais pas être. Alors, je vais être assez direct en fait. Moi, je crois que je m'insurge totalement sur cette vision assez négative où on prend que le biais de la recherche qui produit du glyphosate, etc. Et en oubliant qu'on s'est sauvé d'une pandémie mondiale grâce à la recherche fondamentale sur l'ARN messager qui a eu lieu à 60 ans et qui, en quelques années, a basculé d'une recherche très fondamentale à des vaccins applicables. Donc, je pense qu'en tant que chercheur, je pense qu'on partage cette idée d'avoir un engagement fort, mais cet engagement, pour moi, veut dire quelque chose de complètement différent. Si pour moi l'engagement c'est pas se mettre en retrait et aller défendre une ZAD, aussi important ça soit, mais c'est dans le laboratoire, c'est utiliser notre cerveau finalement, parce qu'on est payé par l'État français pour faire ça, utiliser notre cerveau pour proposer des choses différentes. Alors immédiatement je vais entendre le mot technosolutionnisme qui était sous-jacent à la question. Pour moi le technosolutionnisme c'est le point Godwin de la transition environnementale. C'est-à-dire on dit ça tue toute discussion rationnelle et ça évite toute complexité de la réponse. Et la réponse est très compliquée. La transition environnementale c'est une hydre protéiforme. Il faut apporter plein de solutions de tous les côtés. Ça vient par la sobriété, ça vient par des changements sociétaux, évidemment, et politiques. Et le politique a un rôle extrêmement important, comme c'était dit précédemment. Mais ça vient aussi par le fait qu'il y a des choses concrètes à changer. L'industrie, actuellement, il y a beaucoup d'industries qui répondent à des besoins vitaux. Je prends souvent l'exemple de l'ammoniac, dont on parle rarement. L'ammoniac, c'est la production mondiale qui a changé le monde, en fait, parce que la solution d'Haber-Bosch des années 1900 et quelques fait que maintenant on peut produire des engrais. Vous arrêtez l'ammoniac, il y a une famine mondiale. On ne peut pas arrêter l'ammoniac comme ça. Mais par contre, la solution actuelle est une énorme production conduit à une énorme production de CO2. Eh bien, il faut proposer des solutions. Et donc, l'engagement pour moi, c'est que les chercheurs aussi se mettent sur des recherches à la fois complètement ouvertes, et là, je suis le défenseur absolu de la recherche fondamentale drivée par la curiosité, et en même temps, se dire, cette recherche, elle produit des connaissances et des leviers incroyables, mettons-les au profit et de façon à court temps, parce qu'on n'a plus le temps, mettons-les à profit pour répondre à ces besoins. Et donc arrêter la recherche, c'est vraiment la dernière chose à faire. Pour moi, la société doit se construire avec la science au cœur, ce qui n'est pas du tout, évidemment, comme disait Valérie, la situation actuelle. Merci, le débat est fortement lancé et vraiment au cœur aussi de l'institution où il est lancé. Merci à vous déjà. Peut-être on passe... Vous avez envie peut-être d'enchaîner, mais ce sera avec la deuxième question de Célène Forget, qui d'ailleurs se place dans la suite. Oui, bonjour. Effectivement, je vais me placer exactement dans la suite. Donc, je suis Célène Forget, je suis doctorante en chimie théorique ici à l'École normale supérieure, au département de chimie de l'autre côté de la rue. Et alors, moi, je ne travaille pas directement sur de la science qui parle du climat, ou même de la biodiversité, ni d'ailleurs même des solutions qu'on pourrait trouver pour cette transition socio-écologique. Mais je travaille quand même sur l'énergie. Même l'énergie du vivant, moi je fais de la biochimie et dans ma pratique de recherche tous les jours, je lance des simulations numériques sur des supercalculateurs. Donc c'est une recherche très novatrice mais qui consomme énormément d'énergie. À chaque fois que je lance moi des calculs, ça va utiliser énormément d'énergie, tant bien que ça me paraît parfois un peu absurde ce que je fais au jour le jour dans ma pratique de recherche. Alors face à cette absurdité, je suis obligée de me poser des questions et notamment, je me demande comment est-ce que je peux m'engager. Qu'est-ce que je peux faire une différence? Alors, je me renseigne. Au sein du laboratoire, j'essaye de questionner un peu nos pratiques, potentiellement proposer des solutions un petit peu moins énergivores, en tout cas remettre un peu en question ce qu'on fait, tout en gardant, je l'espère, une rigueur intellectuelle, scientifique qui est nécessaire dans la recherche. Dans ma vie personnelle, je fais un peu de vulgarisation, j'essaie de lancer
des petites initiatives de mon côté. Mais est-ce que vraiment tout ça, c'est assez ? Et la question que j'ai envie de vous poser, et qui fait un petit peu référence à ce que vous venez de dire, Lydéric, quels conseils vous donneriez à des jeunes chercheurs et chercheuses comme nous pour qu'on puisse vraiment s'engager ? Et notamment, il y a pour moi dans la recherche scientifique, mais aussi littéraire, l'enjeu vraiment important de la neutralité, de l'objectivité. Et je crois que lorsqu'on s'engage, on prend position. Donc on est donc dans une position de subjectivité. Donc ma question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que quand on s'engage en tant que scientifique, on ne s'engage pas plutôt en tant que citoyen ? Est-ce que lorsque vous vous êtes engagé dans votre vie, vous vous représentiez d'autres chercheurs ou est-ce que c'était votre parole ? Et de manière générale, à votre avis, c'est quoi la plus-value d'un engagement scientifique, en tout cas d'un engagement d'un chercheur aujourd'hui, par rapport à ce qui peut se faire ? Voilà, merci. Merci. Peut-être que ça peut commencer par Lydéric cette fois, Oui. si vous êtes d'accord toutes les deux. Alors, sur l'engagement, moi, je peux parler juste de mon expérience personnelle, parce que c'est très personnel, en fait, moi, mon engagement. C'est mon fils qui a, quand il avait une dizaine d'années, il était tombé sur une de l'IB qui lui disait le pétrole, c'est la fin. Et il m'avait demandé, donc moi j'étais chercheur, il me demandait, toi, qu'est-ce que tu fais, papa, pour résoudre ça ? Et évidemment, absolument rien. Et parce que, évidemment, je travaillais sur des sujets qui... la recherche, c'est une forme de... on passe les JO tous les ans, en fait, quelque part. Donc, on est très engagé dans notre recherche fondamentale. On a des collaborations, de la compétition, enfin bref. Et on oublie un peu quel est l'impact de notre recherche. Et finalement, cette question d'un enfant, ça nous met face à des responsabilités. Donc, et j'ai pas su répondre à cette question. Et j'ai essayé d'y répondre des années plus tard quand, voyant ce que je faisais dans mon laboratoire... je me suis dit où on trouvait des résultats de recherche purement fondamentale, aucune application a priori. On s'est dit, tiens, ces applications-là, ça peut être intéressant pour faire de l'énergie d'une façon différente, à base de gradients salins. Et ça conduit à toute une aventure. Et donc, moi, l'engagement est vraiment, c'est vraiment les tripes, en fait. Donc, je comprends complètement cette question que vous posez. Et finalement, moi, je l'ai résolue en étant dans l'action, en fait. C'est-à-dire dire, OK, je prends des sujets sur lesquels on peut vraiment débloquer des leviers et les pousser jusqu'au bout, mais pas se contenter de quelques paroles, vraiment les mettre en œuvre. Et donc voilà, ça c'est la façon d'aborder. Moi, dans mon cas, c'est de créer des entreprises qui permettent de faire le scale-up, etc. Et donc, il y a toute une démarche que j'essaie de faire et qui, à la fin, j'ai au moins eu l'impression d'avoir répondu à mon fils 30 ans plus tard. Voilà. Mais juste, je glisse une question. Est-ce que cette question de ton fils a vraiment motivé le choix de l'objet scientifique ? C'est-à-dire, tu aurais pu faire autre chose, pas travailler sur la source d'énergie à la charnière de l'eau douce et de l'eau salée, si tu n'avais pas eu cette question en tête ? Non, alors en fait, c'est un poil plus... c'est-à-dire que c'est plutôt que je continue à faire la recherche très ouverte, mais par contre, en essayant d'être, comme dit Jean-Claude Van Damme, aware. C'est-à-dire se dire, s'il y a quelque chose, essayons de le choper, en fait. Et donc, c'est plutôt garder cette curiosité, parce que quand même, les chercheurs, ce qu'on sait faire le mieux, c'est la créativité, c'est un bouillonnement des connaissances. Et dans ce bouillonnement, allons de temps en temps récupérer des choses. Mais par contre, il faut aller les récupérer. D'accord. Merci. Laurence, est-ce que tu veux enchaîner ? D'abord, je pense qu'il y a effectivement le chercheur qui est un citoyen ou une citoyenne. Et on ne peut pas ignorer qu'on l'est. Et si on ne l'est pas, si on n'est pas dans la vie de la cité, je pense qu'on manque à ce devoir-là de citoyen. Et citoyen, c'est un travail. Ce n'est pas juste voter, c'est être là, être dans le débat public, réfléchir, informer. Et donc, c'est un travail. Et c'est ça, je trouve, déjà le premier niveau de l'engagement. Après, c'est vrai qu'on voit bien dans les problèmes auxquels on essaye de résoudre dans la recherche, on est guidé à la fois par la curiosité et bien sûr par le monde dans lequel on est. Personnellement, moi je suis politologue économiste, je travaille sur qu'est-ce qui pourrait faire que les sociétés humaines soient aujourd'hui sérieuses en matière de lutte contre le changement climatique, à quel coût, avec quelle répartition des effets et des coûts, quelle justice sociale. Mais c'est vrai que petit à petit, j'en viens à d'autres sujets. Donc ça, c'est l'aspect curiosité. Maintenant, je suis accueillie à l'école et j'en suis tellement contente pour travailler sur le sujet de la démocratie et du climat, qui peuvent ne pas paraître avoir un rapport, mais qui en fait ont profondément un rapport. Et ça, ça va être mon travail de recherche, de publication.
Mais quand même, je le fais parce qu'on n'est pas indifférent à la société dans laquelle on est. On est là, et sinon on ne ferait pas de recherche d'ailleurs. Alors on peut être amer, hein, comme le mathématicien auquel vous pensiez, on peut trouver que cette vie est tellement pénible, les milieux sociaux sont tellement humains, sont tellement détestables, mais ça c'est autre chose, c'est un retrait de la vie. Mais si on est dans la vie, on est dans la société, je trouve que le lien se fait. Mais c'est vrai que ce n'est pas le même métier. Mais je trouve que se dire aussi qu'être citoyen, c'est un métier, c'est quand même vraiment important. Parce qu'on l'oublie très souvent. Et après, on se désole de voir que, par exemple, pour revenir à notre situation politique actuelle, eh bien, on s'est beaucoup mobilisés les uns et les autres pour aller voter. Et puis quoi, il ne se passe rien. Enfin, rien de ce qui a fait la motivation pour aller défendre un certain idéal de vie, un certain idéal de démocratie. Donc, effectivement, le métier de citoyen, ça ne s'arrête pas au vote. Et il va falloir d'ailleurs vérifier qu'on continue à cette bataille politique. Donc, on peut faire les deux. Merci. Valérie ? Oui, alors, en fait, pour moi, en fait, le lien avec la société, donc une forme d'engagement, c'est venu quand j'étais doctorante, où il y a toujours ces occasions de fête de la science, de portes ouvertes, de visites de laboratoire. Et là, c'est prendre de plein fouet le fossé. Le fossé entre les connaissances scientifiques qu'on accumule, auxquelles on contribue un petit peu, chacun à sa mesure, et puis les connaissances qui sont là dans la société, les idées reçues fausses, tous les a priori. Et donc le prendre de plein fouet, c'est aussi se dire, voilà, moi je vais essayer de passer. Donc c'est une posture qui est de se dire, voilà, il y a l'état des connaissances scientifiques, et puis il y a comment faire en sorte que chacun puisse se les approprier, parce que certaines de ces connaissances, elles sont importantes au vu des enjeux, des défis qu'on a abordés tout à l'heure. Et donc pour moi, ça a été une réflexion. Donc d'abord, ça a touché ma conscience, ma responsabilité. Je pense que c'est des mots qu'on partage sur ce regard-là. Et après, c'est une réflexion sur quelle voie, voie au sens VOIX, on a envie d'avoir et s'engager comme scientifique. C'est pas la même chose que s'engager comme citoyen sur tout ce qu'on peut faire comme citoyen dans sa vie privée. C'est s'engager en acceptant finalement de porter une responsabilité particulière comme scientifique. Et donc, ce qui donne de la force sur ces enjeux-là, c'est quand par exemple, on peut partager une évaluation collective, pas son avis, ses propres publis, mais quelque chose qui soit établi collectivement le plus rigoureusement possible. Moi, j'ai beaucoup essayé de le faire. Et le GIEC, c'est un cadre formidable autour des enjeux climat. Et on manque en fait d'évaluation collective, par exemple, sur beaucoup de leviers d'action autour des enjeux énergétiques, qui fait qu'on va avoir un foisonnement de perspectives. Et on n'a pas nécessairement ce cadre établi collectivement qui donne de la force, en fait, au-delà des opinions ou des parcelles d'informations qu'on peut avoir chacun. Ne pas s'engager, c'est aussi subjectif. C'est-à-dire choisir de rester dans une tour d'ivoire ou une bulle confortable. Souvent, en fait, quand on va vers la recherche, on a en fait une forme d'isolement. On a envie de repousser les limites des connaissances. On a envie d'aller dans des bulles un peu particulière qui demande aussi de mettre un pas de côté par rapport au rythme quotidien de la société. Ça peut être aussi confortable dans des contextes difficiles ou devant des défis complexes. Et donc, ne pas s'engager, c'est aussi un choix. C'est aussi subjectif, je dirais. Et donc, c'est pour ça que moi, je veux un peu contester cette notion de neutralité qui, sur des enjeux liés au changement climatique, à mon sens, est un peu obsolète. Donc on a eu des collègues qui ont été des lanceurs d'alerte. On a des collègues dans différentes régions du monde qui ont un rôle de chien de garde. Quand on a des partis politiques, des gouvernements qui rejettent les connaissances scientifiques, techniques, quel est le rôle des scientifiques collectivement ? Ça peut être aussi un rôle de chien de garde. Et puis on a une action pour le climat qui avance. Et ça pose aussi la question d'être capable de mesurer l'efficacité des politiques publiques, de fournir à la société finalement une information qui soit fiable et qui ne relève pas que de l'engagement individuel. Et puis dernière chose, on a besoin que la manière de faire la recherche évolue. Je veux juste rebondir sur un point que je voulais dire tout à l'heure mais que je n'ai pas dit. C'est-à-dire comment on co-construit des connaissances avec les acteurs des collectivités, des entreprises, de la société, de sorte à entendre les besoins de connaissances, parfois par rapport à nos connaissances à nous, façonner une forme de demande. On n'a pas forcément une demande dans la société sur des sujets qui émergent. Et donc comment on construit, comment on articule, comment on professionnalise ces relations
Et par exemple, à l'Institut Pierre-Simon Laplace, c'est une des raisons pour lesquelles on essaye de construire un centre sciences, climat et société. On fait beaucoup de choses dans tous les sens, mais pas nécessairement avec un cadre collectif professionnel qui permet d'éviter l'engagement individuel et donner un cadre à un engagement collectif. Et je vais terminer là-dessus. Je pense qu'on a besoin, tous, et c'était un peu en filigrane, d'être des acteurs de transformation, de le revendiquer, mais aussi d'avoir un cadre pour le faire le mieux possible. Et ce qui me semble, pour rebondir à ce que dit Valérie, il y a aussi de la communauté scientifique au sens large, de toutes disciplines confondues. On doit défendre quand même la réflexion, la réflexivité dans la société. On est aujourd'hui confronté à des évolutions sociales, politiques qui nient la rationalité scientifique, qui nient la progression des connaissances, qui font comme si tout était équivalent et que tel discours ou telle narration a la même valeur. Et là, il y a une responsabilité terrible, parce que quand même, le fondement de nos démocraties, elle est sur la connaissance, la discussion collective, la discussion informée. Et le deuxième point que je voudrais faire, c'est que c'est pour ça qu'il faut créer un pont avec beaucoup de couches de la société qui ont besoin de cette information scientifique aussi pour agir. Parce que c'est aussi ça, la connaissance, c'est aussi un rapport de pouvoir. Que ce soit dans des domaines très techniques ou des domaines très littéraires ou philosophiques, donner accès à cette connaissance, et c'est évidemment l'objectif de l'éducation, notamment de l'éducation supérieure, mais pas seulement, c'est donner des moyens à ces personnes d'être des citoyens. Et c'est un continuum. Moi, je ne vois pas de rupture. Mais c'est vrai que c'est des rôles un peu différents. Et puis qu'on a besoin de la bulle de temps en temps, parce qu'on a besoin d'écrire et de travailler sur soi et sur ce qu'on pense et de chercher les évidences. Mais on a aussi besoin de ce flux qu'on doit donner et recevoir, parce que la société, elle a besoin d'être réflexive. Sinon, elle se fait contrôler et de plus en plus contrôler. Donc c'est un devoir aussi démocratique, je trouve. Merci à vous trois. J'aurais dû mentionner vos centres de recherche. Je n'ai pas fait la présentation académique exhaustive. Valérie Masson-Delmotte a parlé de l'IPSL, l'Institut Pierre-Simon Laplace, avec lequel d'ailleurs l'école a aussi un lien, et pas seulement Saclay, auquel Valérie appartient. C'est un autre PSL. L'école normale fait partie de Paris Sciences et Lettres, donc il y a parfois des homonymies dans les acronymes. C'est un peu compliqué, mais c'est des institutions qui sont collectivement engagés, justement, et peut-être le rôle des institutions reviendra. Je vais passer la parole à Clément Fontana Rava, je m'étais trompé tout à l'heure, pardon, qui est historien, et ça s'enchaîne bien aussi avec ce que vient de dire Laurence, puisque la question de Célène sur neutralité et engagement se pose de façon encore plus critique et complexe parfois pour les sciences humaines et sociales, parce que dans vos disciplines de la nature, disons, en physique, en sciences de l'environnement, même si parfois vous êtes accusé aussi de non-neutralité, même Absolument, vous, j'allais dire, hein, même oui. vous, pas seulement les sciences humaines, vous êtes accusé parfois de trahir la vérité pour l'engagement. Dans les disciplines des sciences humaines, c'est encore plus compliqué. C'est pas de ça que Clément va parler, je pense. Mais donc, nous allons avoir maintenant la question de Clément, qui est travailleur master avec Charles François en histoire du climat et de l'énergie. Sur d'ailleurs les pollutions pétrolières, mais vous allez peut-être le dire. Oui, je suis étudiant. Je viens de terminer un master à l'ENS de Paris-Saclay en histoire sur les raffineries de pétrole autour de l'étang de Berre dans les années 1930. Leur pollution, les réactions des riverains et le discours des compagnies pétrolières et des autorités face à ces plaintes et ces contestations. Et également sur les imaginaires du progrès qui s'installent à cette époque. Et c'est plutôt sur cette question des imaginaires justement que je veux vous questionner, puisque les chercheuses et les chercheurs parlent, écrivent, produisent des connaissances, mais marquent peut-être trop peu les esprits et n'influencent également que peu les discours politiques, du moins certains qui sont souvent centrés sur des effets d'annonce, voire le rejet de l'écologie et de la transition énergétique. Le discours politique se centre plutôt sur les urgences du moment, le déficit aujourd'hui, d'autres demain. Et donc, comment, en tant que chercheuses et chercheurs, agir sur ces représentations collectives, rendre audible et souhaitable un changement qui n'est pas seulement une transition énergétique, mais qui va bien au-delà, qui est un changement de système, un changement de pratique. Est-ce que c'est d'ailleurs le rôle des chercheuses et des chercheurs ? Madame Masson-Delmotte, vous avez
animé un séminaire gouvernemental en 2022, il me semble. Est-ce que c'est suffisant? Quelles leçons en avez-vous tirées? Et est-ce qu'il faut également agir sur les imaginaires Ça n'a pas marché, oui, pardon. Merci. Aparté, j'avais oublié que j'avais un micro. Non. Sur la question, est-ce que c'est suffisant? On devine la réponse, mais est-ce que ça a été quand même nécessaire? Peut-être que oui. Oui, et lors de ce séminaire gouvernemental dans lequel on m'a demandé d'intervenir en 20 minutes pour présenter les enjeux liés au changement climatique, et vous vous souvenez de l'été 2022 qui a montré à la fois les vulnérabilités et les limites des capacités de réponse, feux de forêt, sécheresse, vagues de chaleur. Une des questions qu'un des ministres avait posées était finalement, on comprend les enjeux de transformation de long terme. On comprend qu'on a besoin d'engager des choses structurelles qui vont nécessairement faire des mécontents, et quel sera notre gain politique. Et je crois que ça résume un ensemble de défis. Quelque part, quand on a ce genre de mise en scène, c'est-à-dire c'est une mise en scène du fait de vouloir écouter tel ou tel scientifique ou tel groupe de scientifiques, derrière la mise en scène, il y a toute la question du travail de fond. C'est-à-dire comment on fait aussi pour que les politiques publiques elles soient éclairées par des éléments factuels, des outils de suivi, comment faire en sorte que les connaissances scientifiques se traduisent en quelque chose de tangible. Et un des exemples, par exemple, c'est le fait que le niveau de réchauffement planétaire qui est abstrait, mais qui est directement lié à un ensemble de risques climatiques, il est directement relié au cumul des émissions de CO2, donc notamment à l'utilisation d'énergies fossiles dans le monde. Et donc, quand on a des politiques publiques qui ciblent comme indicateur de résultat le fait de respecter des bilans carbone, quelque part, au-delà de l'approche économique comptable habituelle, c'est rentrer finalement les connaissances issues des sciences, des géosciences, dans un outil de suivi de politique publique. Donc, c'est un exemple qui est intéressant parce que le premier budget carbone de la France n'avait pas été tenu, le deuxième avait été révisé à la baisse. On a acté une baisse plus importante des émissions de gaz à effet de serre la dernière année, mais malgré cela, comme les forêts sont fragilisées par un climat qui change et leur capacité à s'accroître et stocker du carbone s'est réduite, pour l'instant, les données montrent que le deuxième budget carbone ne sera pas tenu. Et comment on fait au niveau des politiques publiques pour gérer des choses qui ne fonctionnent pas bien? Qu'est-ce que ça implique sur la suite? Est-ce que ça implique l'évitement du sujet, ou au contraire le fait de remettre le défi sur la table et puis de penser autrement une action efficace? Voilà, donc la question de l'imaginaire, elle est importante. Elle est aussi importante parce que souvent, on a réduit les questions climat à des questions énergétiques. Bien sûr, c'est des questions énergétiques. C'est la nuit de l'énergie. Mais il ne faudrait pas non plus oublier les enjeux, par exemple, sur le système alimentaire, qui est important, ou bien les enjeux en termes de santé publique, ou bien les enjeux par rapport aux écosystèmes et à la biodiversité. Et donc, parfois, les imaginaires, on les oriente. Et on les oriente quand, par exemple, on met dans la même direction générale énergie et climat, au niveau des politiques publiques, et quand on structure la réflexion ou la planification en choisissant certains angles au détriment d'autres. Et donc c'est pour ça, je pense que par rapport à ces imaginaires, par rapport aux réflexions sur le progrès, on a besoin aussi d'arriver à construire des visions partagées. Et donc pour sortir un peu de l'actuel, qu'est-ce que c'est les visions partagées? Qu'est-ce que c'est en fait des trajectoires éclairées par des connaissances scientifiques qu'on va partager collectivement pour voir leurs implications? Et je termine là-dessus, mais avoir par exemple une trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, ce qui n'est pas abouti, c'est aussi quelque chose de pertinent pour faire rentrer les connaissances scientifiques sur les aléas climatiques qui changent dans un climat qui se réchauffe, dans un référentiel commun, et faire en sorte qu'on l'anticipe, ce qui aujourd'hui ne fait pas vraiment l'objet d'un cadre réglementaire. Voilà. Donc comment on rentre les connaissances scientifiques sur des indicateurs, comment on rentre les connaissances scientifiques sur des référentiels qui vont permettre de les traduire en quelque chose de tangible pour le reste de la société. Je pense que c'est, en termes de mise en œuvre, quelque chose d'important. Merci beaucoup. Si vous voulez embrayer, parce que ça me paraît très important, effectivement, de passer d'un imaginaire
négatif, enfin uniquement agissant sur la peur, et un imaginaire du possible, de ce que ça peut changer grâce à la science et à la politique d'ailleurs. On voit quand même qu'on a, si je regarde depuis 30 ans, ça fait 30 ans que je m'occupe de ça, ça fait trop long, on voit un énorme changement quand même dans les perceptions, les informations. Vous prenez le train aujourd'hui et la SNCF vous dit que vous avez consommé beaucoup moins de carbone, vous avez émis beaucoup moins de carbone. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé quand même dans l'intégration dans la société, et les politiques ils reflètent quand même la société plus ou moins bien, où c'est un sujet. Le fait que les entreprises doivent aujourd'hui, par régulation, à cause de la régulation européenne, mesurer et proposer leur trajectoire de réduction d'émissions pour aller à net zéro, ce qui est des choses qui sont découlées de l'accord de Paris à la COP 21. Tout ça, c'est un changement dans l'imaginaire. Et aujourd'hui, bientôt, on aura la quantité de carbone dans les produits qu'on achète dans les supermarchés. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose. Donc c'est pas blanc et noir. Il y a aussi des choses qui se sont passées pour avoir vu ça, puisque j'ai été à la fois dans l'académie puis dans la politique à différents moments de ma vie. J'ai vu au début des années, à la fin des années 90, au début des années 2000, la plupart des leaders politiques parlaient du climat sans comprendre, mais sans comprendre du tout de quoi ils parlaient. Donc du coup, c'était assez prophétique. C'était la catastrophe ou bien un problème, mais ils ne comprenaient pas du tout de quoi ils parlaient, en partie parce qu'ils ne voyaient pas leurs moyens d'agir. Et je me souviens d'un grand Premier ministre britannique, Gordon Brown, disant au fond, prophétisant sur le climat, et ensuite parlant de la situation macroéconomique mondiale, sur laquelle, franchement, il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais au moins, là, il était familier, il connaissait les mots, il connaissait les politiques. Mais climat, alors il parlait comme un prophète. Et puis là, c'est fini. D'abord parce qu'il y a des institutions qui sont créées. Les Britanniques ont créé d'abord leur fameux comité sur le changement climatique qui indique ce qu'il faut faire, mesure les budgets carbone. On l'a heureusement copié en France, et le Haut Conseil pour le climat, ça a été une aventure pour le gouvernement français, puisqu'ils pensaient qu'on allait dire que c'était super tout ce qu'ils faisaient. Puis premier rapport, non. Deuxième rapport, non. Troisième rapport, non. Et ils ont commencé à trouver ça un peu désagréable. Mais donc il y a une éducation qui se fait quand même, parce que c'est parti d'une ignorance complète de ces problèmes écologiques, et c'est encore aussi vrai pour la biodiversité, c'est aussi vrai pour les questions de la toxicité de l'environnement. Ça m'amuse toujours de voir le réarmement démographique que notre président a appelé de ses voeux, et on ne parle pas de la toxicité environnementale, qui est une des grandes causes, par ailleurs, de la baisse de la fertilité mondiale. Donc il y a cet aspect de intégrer progressivement ce qui est une grande aventure, parce que ces connaissances scientifiques, elles sont de plus en plus complexes. C'est pour ça que c'est très important qu'elles soient partagées. Parce que vous savez, quand on fait de la politique, on arbitre entre on a parfois des grandes visions, c'est un peu rare maintenant, mais sinon on est là dans son bureau, et puis il y a des différentes personnes qui viennent vous vendre ce qu'ils veulent faire. Les énergies fossiles disant, si on arrête, on va détruire des millions d'emplois, et puis d'autres voies. Et du coup, s'il n'y a pas de la société qui apprend et qui sait, elle ne se reflète pas dans la politique. Et donc c'est pour ça que peut-être aujourd'hui, je dirais, le plus important, c'est pas tellement de convaincre des gouvernements, c'est de s'assurer que toute la société comprend, utilise, intègre ces informations, ces connaissances qui vont lui permettre de jouer, comme je disais tout à l'heure, le rôle de citoyen. Et je crois qu'il n'y a pas de miracle. La politique, c'est un reflet souvent un peu en retard. Parfois pas toujours dans le bon sens de ceux qui perçoivent de l'opinion publique, et c'est pour ça que le gain politique, en plus, on voit que maintenant c'est est-ce que je vais être élu aux prochaines élections. Frédéric. Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter, parce que tout est dit. C'est vrai que pour moi c'est une question clé, l'imaginaire, la représentation, espérer, rêver, faire rêver, et puis les politiques c'est du grand public. Je pense que tout ça ça a été dit. Et franchement, si j'avais une solution, je serais ravi, parce que même nous, dans notre quotidien, quand on rencontre des politiques ou des groupes industriels, on voit que, on sort de là en général très frustré, parce qu'on voit qu'on n'a aucun impact en fait, et que tous nos messages ne portent pas. Et donc, je me rends compte vraiment qu'on a un problème de représentation, un problème de narratif, pour utiliser un mot à la mode. Il y a quelque chose qu'on rate. Moi, la cérémonie des Jeux Olympiques, ça m'a vraiment frappé de ce point de vue, parce que finalement, on voit qu'une cérémonie
peut changer un peuple quasiment. Enfin, si je suis un peu grandiloquent, en tout cas, il y a eu un changement et évidemment, les politiques se raccrochent à ces changements-là. Et donc, on voit qu'on peut, par de l'art, par de la danse, la musique, on peut changer des choses. La science n'arrive pas encore à faire ça. Et je ne sais pas pourquoi. Et bon, voilà, si vous avez des solutions, je suis prêt à les entendre et à les mettre en pratique immédiatement. Je crois qu'il y a un programme à Harvard où on danse sa thèse. Ah bah, Alors, je ne sais pas comment on fait, mais je trouvais ça super. oui, ça va être super comme idée. Mais ne serait-ce que le constat de l'influence humaine déterminante sur l'évolution du climat planétaire, ça change les visions du monde. Bien sûr. Et on commence en fait à le percevoir, c'est ce que tu disais, Laurence, dans par exemple la responsabilité des entreprises ou d'autres choses. Même si c'est moins visible qu'une cérémonie d'ouverture, ça change. Je pense que ce qui manque, c'est se projeter collectivement dans des transformations qu'on aurait réussi à mener et ce qu'on pourrait gagner. Parce que finalement, ce qui paralyse en ce moment, c'est les rapports de force, les limites sur les financements, le fait de risquer d'exacerber des inégalités. C'est plutôt le démarrage, en fait. On voit qu'on est paralysé. Mais on n'arrive même pas encore à avoir une vision partagée de ce à quoi on aspire collectivement. Et je pense que ce point-là, il est important. Oui, moi je trouve l'Idéric un peu pessimiste parce que je peux témoigner, comme beaucoup dans l'école, que quand tu expliques l'énergie bleue, on ne comprend pas toutes les ressources qui font que, tous les instruments techniques qui font que les nanofluides sont sensibles à la différence entre l'eau salée et l'eau, enfin, transmettent, et on peut créer de l'énergie avec ces nanoparticules. Mais par contre, ça suscite un imaginaire extraordinaire. C'est-à-dire l'idée qu'en effet, il y a des sources d'énergie renouvelables dans toutes les embouchures, à tous les contacts entre l'eau douce et l'eau salée. Ça fait rêver, ça. Oui, ça fait totalement rêver. Je pense que c'est quand même, effectivement, vous parliez au début de la bombe atomique. Je pense montrer que la science est aussi du côté des ressources et face à un imaginaire contre un autre aussi, parce qu'il y a ces imaginaires où la science est devenue coupable uniquement. On a participé, Valérie et moi, à un exercice que moi j'ai trouvé extraordinaire. On n'a pas eu le temps de redébriefer depuis longtemps, qui était la Convention citoyenne pour le climat, où il y avait 150 citoyens qui ont réfléchi pendant presque un an et demi à cause du Covid. Et lorsque Valérie a fait l'exposé d'introduction sur qu'est-ce que c'était le changement climatique, on a vu ces 150 citoyens, c'était un vendredi soir, ils arrivaient de leurs différents coins de France, et ils ont été complètement bouleversés. Paniqués d'abord, et bouleversés. Et avec quelque chose qui a été très fort, qui est dit, mais on ne nous l'avait jamais dit. Alors que, bon, le changement climatique, on en parle dans les journaux. Mais le fait de prendre le temps d'expliquer, de faire comprendre. Donc la première phase, ça a été la panique, et la gravité et la panique. Et tout au long de cette année, ça a été la prise en main de ces connaissances pour dire, ben voilà le monde qu'on voudrait si on est sérieux sur ce qu'on vient d'apprendre. Et je trouve que ça, on voit bien que l'imaginaire, il peut changer. Mais s'il y a l'espace pour le faire, évidemment, et si on n'est pas tout de suite dans la confrontation, qui va perdre, qui va gagner, c'est quelque chose des élites qui veulent s'imposer au peuple, enfin tout ce qu'on entend sur ces grandes politiques de l'environnement. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut créer la foule de nos imaginaires ensemble, quoi. Exactement. Alors c'est maintenant Alban Lotte qui va poser la dernière question, disons, collective, et ensuite on ouvrira, la dernière question en série comme ça, et après on ouvrira le débat et vous conclurez aussi chacune et chacun. Donc Alban qui est lui aussi au laboratoire de météorologie dynamique, qui est très dynamique et qui est très interdisciplinaire et qui mêle beaucoup de nos disciplines communes. Alors bonjour, donc je me présente, je m'appelle Alban Lotte, tout le monde m'entend, c'est bon? Super. Moi, j'ai retenu 2 choses de mes études. J'ai étudié les sciences de l'environnement pendant 5 ans. La première chose, c'est que tous mes professeurs étaient frustrés par les politiques, frustrés parce qu'on avait un problème de communication scientifique, on avait parfois des problèmes d'acceptabilité sociale. On a une technologie, on n'arrive pas à la faire passer, on n'arrive pas à l'installer parce que les gens ne la comprennent pas, parce que les gens ne sont pas chauds, parce que la technologie peut-être n'est pas encore très bien développée, et donc les gens voient uniquement ce qui se passe mal et pas ce que ça peut apporter, le développement qu'on peut avoir. Et donc du coup, lors de ce débat, vous avez amené plein de blocages au niveau des politiques, au niveau de la communication scientifique, au niveau des imaginaires. Et Valérie a un peu avancé ma question, c'est projetons-nous, faisons un exercice de pensée. Alors les scientifiques sont très doués pour ça. Dès qu'on fait des recherches, on se dit, mettons-nous dans un cadre idéal où, par exemple, la friction n'existe pas.
Ouais. Et là, mettons-nous dans un cadre idéal où la friction politique n'existe pas, où la friction sociale n'existe pas, les scientifiques ont carte blanche. Que faisons-nous ? Ah. Alors, on vient de nommer le vrai gouvernement. Qui veut commencer ? Moi, j'aurais pas trop confiance. Hein. Non, mais c'est un exercice, une expérience de pensée. Oui, C'est d'accord. un exercice scientifique, effectivement. Mais, L'expérience de pensée, d'ailleurs, il y a alors, eu quel un colloque scientifique ici dans Oui. Mais dans notre c'est équipe. intéressant, vous disiez ça, Laurence. Pourquoi vous n'auriez pas trop confiance? Alors moi, j'aurais pas trop... Parce que je dis quel scientifique ? Parce qu'on peut regarder beaucoup de pensées scientifiques. Il y en a qui sont très totalitaires. Qui disent, bon, pour que ça marche, il faudrait que ce soit comme ça, qu'il y ait un gouvernement qui décide de tout ça, et on doit appliquer ça tout de suite. On a des régimes qui sont proches de ça. Je pense à nos collègues vraiment beaucoup vers l'Est. On a un gouvernement qui est extrêmement bien entouré d'experts scientifiques. Valérie en connaît, vous en connaissez sûrement. Et ils ont une vision de la société de scientifique, de l'organisation scientifique, du travail, du contrôle. Et ça fait... Bon, moi, je ne suis pas emballée par ça. Je préfère un peu de contradiction et de brouillage. Après, qu'est-ce que c'est ? Oui, parce qu'au fond, quel est l'imaginaire collectif de ces scientifiques ? Regardez tous les gens qui ont travaillé, des grands scientifiques qui ont travaillé sur la question des énergies pétrolières. Des gens remarquables sur comment on fait, qu'est-ce qu'on fait avec le pétrole, qui est un truc magnifique. On peut faire des choses incroyables avec le pétrole. On peut tout, quasiment. Et comment on sort de cet imaginaire-là pour dire non, mais en fait, on pourrait faire complètement autrement. Et justement, je trouve que les frictions sociales, les frictions politiques, c'est peut-être encore autre chose. Si on prenait les problèmes autrement, peut-être que ces frictions sociales, elles sont normales. Si vous avez travaillé sur l'étang de Berre, donc si on se réfère aux travaux d'Elinor Ostrom, mais si on met tous les gens de l'étang de Berre autour, on peut probablement, c'est pas facile parce qu'il y a des grosses entreprises qui n'ont pas envie d'entendre le point de vue des citoyens, mais on peut faire quelque chose. Donc je dirais plutôt organisons, je ferai confiance à personne en particulier, mais je dirais que les scientifiques viennent dans un ensemble où le bien commun à gérer est partagé et que la discussion est partagée. Et là, je pense qu'on peut trouver des solutions. C'est typique sur les grands projets d'énergie renouvelable, par exemple. Si on associe les citoyens qui vont être là dans leur univers, ils vont comprendre, et y compris être dynamiques dans la mise en œuvre. Si on leur impose un plan, ils vont trouver ça épouvantable, et je les comprends. Donc, c'est ma réponse tordue. Non, c'est une réponse que je trouve scientifique. Mais c'est une réponse d'une science sociale qui comprend que la société se crée aussi par le débat et que les sciences sociales ont une place qui n'est pas aussi déterministe que les autres sciences, mais qui justement fait sa place. Et c'est les théories de la démocratie qui montrent comment justement une société trouve les solutions par le débat. Donc je trouve que c'est une réponse non pas anti-scientifique, mais qui intègre toutes les sciences. Et donc effectivement mettre les sciences physiques, géosciences, dans ce que les sciences sociales nous apprennent, que les humains peuvent faire avec leurs histoires, leurs débats, leurs positions politiques. Qui veut embrayer ? Valérie, Lédéric. Lédéric, je crois que tu avais envie d'être au gouvernement quand même. Oui, ouais, ça, non, pitié. Mais après, même s'il n'y a pas de friction politique, il y aura toujours des frictions internes dans le domaine scientifique. En plus. Ça, faut jamais oublier que les scientifiques, c'est les premiers à contester. Chez les économistes, c'est régulier. Voilà. Donc, mais ça, pour moi, c'est important. C'est-à-dire que pour moi, revenir à la communauté scientifique et faire remonter des questions, refaire monter sur quoi, quelles sont les priorités à attaquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut revenir à un côté rationnel, de dire, voilà, si on veut vraiment attaquer la transition, le climat, les crises de l'énergie, sur quoi il faut tabler. Et ça, effectivement, moi, je ne crois pas du tout à une dictature top-down. Ce qui est... Alors, on n'est pas du tout en dictature, mais quand même, souvent les politiques, elles nous sont imposées du haut, en fait. Donc ça coule, ça ruisselle souvent du haut vers le bas, et les politiques et pas l'argent. Mais là, moi, je crois vraiment à la communauté scientifique. Et en fait, la communauté scientifique a plein d'idées. C'est quand on va dans les laboratoires, ce que je fais actuellement avec mon collègue Carlo, on va dans le laboratoire, tout le monde a des idées de tiens, moi je fais ça, je trouvais ça intéressant dans tel système, par exemple sur l'intelligence artificielle, comment on pourrait faire des nouvelles façons de calculer des choses qui économisent des quantités énormes d'énergie. Voilà, on peut aller dans tous les sens. Après, il faut rationaliser ça, organiser.
Et alors, si vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire, moi, je suis convaincu qu'il faut faire coexister une recherche complètement ouverte avec une recherche à mission. C'est-à-dire que si on veut résoudre des problèmes, il faut que de temps en temps on se donne une mission. Et moi, dans mon expérience personnelle, d'une façon, on essaie de faire coexister les deux. C'est-à-dire à la fois faire de la recherche où le but c'est faire pousser les connaissances, mais à la fois quand à un moment donné on veut faire quelque chose, il faut qu'il y ait une mission qui est des choses très concrètes. C'est créer un petit module qui crée de l'énergie avec telle performance parce que voilà, ça répond. Donc voilà, cette recherche à mission doit coexister avec la recherche. Et ça, voilà, de mon point de vue, si vous me donnez carte blanche, parce que visiblement vous avez poche longue, allons-y, créons un institut comme ça où les chercheurs peuvent discuter sur les chercheurs et des ingénieurs, parce que il faut absolument refaire discuter ces deux mondes-là, en fait. Et parce que les ingénieurs savent fabriquer des choses, et moi j'ai vu des ingénieurs absolument géniaux. Il faut les faire discuter. Et ça, idéalement, voilà, si j'ai toute la fortune du monde, c'est ça que je fais, un centre qui est capable de répondre à ça. Valérie. Ouais, alors de mon point de vue, je pense que si on prend les questions énergie-climat, la première question pour la société, qu'on doit regarder comme scientifique, c'est la précarité énergétique. C'est-à-dire si on ne le prend pas de plein fouet, à bras-le-corps, et qu'on n'accepte pas que des gens, demain, vivent dans des situations de précarité énergétique, ça structure la réflexion en intégrant la dimension sociale. Ensuite, la deuxième chose, c'est intégrer les enjeux de transition juste. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité qui vont se transformer, il y a besoin de nouvelles compétences, il y a des compétences qu'on n'utilisera plus. Comment offrir le cadre de reconversion, et ça nous concerne parce qu'on est aussi en fait des enseignants souvent. Et donc il y a la formation continue. Donc, précarité énergétique, les enjeux de transition juste, anticiper les besoins de compétences à l'angle emploi et les reconversions qui seront nécessaires. Et ça permet de mettre à bord beaucoup de personnes dans la société. La troisième chose, c'est avoir une démarche scientifique sur qu'est-ce que c'est la vision d'un système énergétique décarboné, c'est-à-dire net zéro CO2, c'est-à-dire très peu de CO2. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les capacités de captage, stockage, d'élimination de CO2 de l'atmosphère pour apporter des contraintes et éviter les fantaisies, voir les risques de recours à la biomasse sans limite et tout le reste. Ça, je pense qu'on peut le fournir. Après, sur chaque levier d'action, les choses qui sont disponibles maintenant, puis les choses qui sont à l'état d'ébauche, de prototypes, de démonstrateurs, d'efforts de recherche un peu amont, c'est au fur et à mesure des connaissances réactualiser ce qu'on est capable de dire sur le potentiel réel. Ce qui sape, je pense, souvent la relation science et société, c'est aussi le fait de les fantaisies, vous voyez, qui arrivent et où on fait miroiter qu'on aura une solution qui pourra se déployer partout sans contrainte, puis du coup les gens se disent bon je change rien, j'attends que ça arrive. Donc arriver à articuler les nouvelles idées avec des évaluations de potentiel un peu concrets, réels, ancrés dans différents territoires avec les contraintes qui vont se présenter. Et ça, en fait, c'est notre rôle comme scientifique. C'est le fournir à la société. Et après, le reste, c'est comment faire en sorte qu'il y ait une appropriation citoyenne, comment faire en sorte qu'il y ait des délibérations politiques qui soient faites sur la base d'éléments factuels, où on peut confronter des visions. Il y a des visions politiques différentes, mais c'est important de les confronter sur une base vérifiable, en fait, factuelle. Voilà, ces aspects-là me semblent importants. Et puis, si on voulait aussi structurer la réflexion, par rapport à des défis scientifiques, c'est comment on sort du charbon, comment on sort du pétrole, comment on sort du gaz fossile, par rapport aux capacités de substitution, par rapport aux enjeux économiques, aux enjeux d'investissement, et arriver à esquisser des éléments de réponse pour les stratégies liées à ces aspects-là. Je pense que c'est un point important. Et dernière chose, comment on construit un récit positif. Sur l'électricité en France, on a déjà quasiment réussi à la décarboner. C'est une réussite. On est sur des défis importants pour le garder, mais c'est déjà une réussite. Et pourtant, c'est jamais présenté de cette manière-là. Donc, arriver à montrer ce qu'on a réussi à faire, arriver à montrer ce que d'autres ont réussi à faire. Il y a eu un papier récent dans Science qui passe en revue 1500 politiques publiques pour le climat et qui regarde ce qui a fonctionné ou pas. Donc ça, c'est une démarche scientifique. Montrer ce qui a fonctionné et arriver à le partager et à le rendre émancipateur sur toutes les énergies citoyennes qui sont là.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter. Non, juste merci pour votre réponse. Merci. Comme prévu, et au moment où quelques gouttes vous tombent dessus, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. On ne veut pas copier les Jeux Olympiques sur tous les domaines. La cérémonie était intéressante, peut-être pas aussi radicalement transformante que tu as dit sur le long terme, mais quand même. Mais la pluie, voilà. Effectivement, on va ouvrir le débat. Il y a une question ici, déjà, tout près du micro, qui vous arrive. Le micro vous arrive. Et ensuite, monsieur derrière. Bonjour, Dominique Chauvin, prospectiviste. Je voudrais rajouter une dimension à votre débat. Vous avez parlé de la dimension sociale, politique, technique, mais il y a une dimension culturelle. La dimension culturelle est fondamentale parce qu'il y a des invariants culturels qui sont extraordinairement solides et depuis des millénaires. Emmanuel Todd explique brillamment dans son livre que la structure familiale qui existe depuis des millénaires permet de définir les systèmes politiques, les systèmes religieux, presque la géopolitique internationale. C'est dire qu'il y a des racines très très profondes. Et la dimension culturelle devient fondamentale parce que si on s'amuse à transiter avec des technologies ou des moyens ou des idées qui sont orthogonales à la culture, on a à peu près de grandes chances de ne pas réussir. Et le problème, c'est que la vitesse de changement de la culture n'est pas du tout la même que la vitesse de changement des systèmes politiques ou la vitesse de changement des technologies. Et donc la grande difficulté va être de transiter, mais de façon qui ne soit pas orthogonale à la culture, parce que ce n'est pas la même vitesse d'évolution. Et quand je regarde ces problèmes-là comme prospectiviste, ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de contresens prospectifs qui sont en fait cachés derrière des idées tout à fait valables, généreuses, etc. Je vais prendre qu'un seul exemple. On va permettre à tout le monde de répondre, ce sera mieux, parce qu'il y a plusieurs questions. Donc vous avez compris qu'il déjà, y a plusieurs exemples qui, malheureusement, sont géniaux, mais c'est des contresens prospectifs. D'accord, merci beaucoup. Qui veut répondre? Moi, je me souviens, juste pour rebondir sur votre question, des prédictions d'Emmanuel Todd au début des années 80 sur l'Union soviétique. Il en avait fait 2, qui sont toutes les 2 vérifiées d'ailleurs. Après, ça ne veut pas dire que son modèle est... Il avait dit, à cause de la mortalité infantile, ce régime s'écroulera, et à cause de sa structure sociale. Mais il avait dit aussi, à cause de la répartition, les moyens de communication, l'Union soviétique, la censure s'écroulera en fonction du nombre de téléphones dans la société. Et ça, c'était vrai. Ça veut dire aussi que les technologies changent la culture. Malheureusement, aujourd'hui, je trouve qu'Internet, personnellement, on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs de ces révolutions technologiques. Je suis sidéré, moi, par la manière dont c'est contrôlable par des dictatures, alors que ça aurait pu permettre des démocraties. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ces structures culturelles et la manière dont il faut en tenir compte, ou en tout cas chercher aussi à transformer ce qu'elles peuvent avoir de bloquant. Et en tout cas, c'est vrai qu'il y a... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas relu peut-être le travail d'Emmanuel Todd suffisamment. C'est vrai qu'il y a une bataille culturelle. Enfin, les conflits de vision de la société se jouent dans une bataille culturelle. Vous avez tout à fait raison. Comment ça change ou quels sont les invariants, je ne sais pas très bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a tellement de choses qui changent dans la vision du genre, la vision de la structure familiale, par exemple. Il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Et par ailleurs, effectivement, il y a des mouvements contraires. Et c'est difficile de se dire, au fond, quand on veut un chemin de transformation, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, quelle est la bonne histoire culturelle et comment on peut l'intégrer dans ces changements. Je ne sais pas. Je trouve que souvent, on simplifie cette idée de culture et qu'on ne voit pas tous ces changements très profonds dans la société sur l'individualisation, mais au contraire le besoin de collectif. À la fois, je suis complètement persuadée qu'il se joue quelque chose dans la culture et dans les cultures, et leur confrontation.
parce que nous sommes aussi là, et qu'en même temps, je trouve ça très difficile de faire des grandes projections sur comment, à quelles conditions le changement peut se passer. Donc je crois qu'on est dedans, tout simplement. Je n'aurai pas de positionnement extérieur. Oui, voilà. On va prendre une deuxième question. Super intéressant. Alors, voilà, je voulais vous dire que on a un problème majeur juste en face des yeux. Voilà. Hein. C'est-à-dire que on parle d'écologie, voilà, d'un point de vue individuel. Voilà, on nous dit on peut faire des efforts, nanani, nanana, tout le baratin, tout. Et vous excluez totalement, en fait, le champ, enfin, le fait qu'il y ait des bourgeois colons qui sucent des pays jusqu'à l'os, voilà, hein. Et en fait, vous passez par 4000 chemins comme ça, par des moyens voilà, de magie noire, comme ça, hein, pour enchanter l'esprit des gens, voilà. Hein. Vous passez par 4000 chemins, juste parce que, en fait, vous voulez une écologie qui soit profitable au capitalisme, alors que le capitalisme avec l'écologie n'est absolument pas compatible, en fait. Voilà, c'est ça. Et voilà, du coup, en fait, c'était 1 heure de prout. Hein. Et je tenais à le dire, voilà. C'était 1 heure de prout. Et aussi, voilà, je voulais dire aussi, j'ai entendu tout à l'heure... voilà, hein. J'ai entendu tout à l'heure, oui, mais alors il faut parler d'écologie, mais voilà, hein, il faut pas prendre parti, parce que prendre parti, c'est mal. Hein, mais il faut savoir quand même, voilà, hein, remettons les choses en place. Il faut savoir, remettons les choses en place. Il faut savoir hein, que être de droite n'est pas compatible avec l'écologie et que la seule manière d'être écologiste, c'est d'être en rupture avec le capitalisme. Voilà, hein. C'est tout. Merci. C'est tout ce que je voulais dire. Merci de ce point de vue. Le sujet de ce soir de cette table ronde était très précis. Hein. C'était la recherche et l'impact. Dans la nuit de l'énergie, vous aurez beaucoup de conférences d'économie, de réflexion politique, et également sur la culture, sur les sciences sociales, sur aussi des sciences fondamentales, heureusement. Donc, tous les aspects seront traités dans cette nuit, je vous rassure, avec tous les points de vue et tous les débats. Mais je ne sais pas si vous avez envie de réagir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions qui seraient des questions? Oui, allez-y. Le micro, il y a deux questions devant, 3 même. Alors, il y a un micro qui arrive par ici. Bonjour. Tout d'abord, merci pour merci pour cette table ronde très intéressante. J'ai notamment beaucoup aimé la 4e question, que faire en pratique si on a le choix. Et ce que je trouvais très éloquent au départ, c'est le petit blanc qui a suffi. C'est une question compliquée, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Et les 3 réponses qu'on a eues, qui sont d'une part faire plus de démocratie, discuter, etc., pour trouver des solutions plus proches du terrain, que ce soit faire de la recherche pour trouver des solutions qui demain puissent essayer d'être utiles dans ces questions, ou que ce soit réfléchir aux quels sont les grands critères à prendre en place. En fait, c'est 3 méthodes de travail qu'on nous a proposées. Et donc j'ai l'impression que même si ces 3 méthodes de travail sont très intéressantes, c'est pas réellement une réponse à la question qui est qu'est-ce qu'on fait. Et est-ce qu'au fond, c'est pas un peu là la difficulté de dialogue entre scientifiques et politiques, où là on a proposé 3 méthodes pour réfléchir à trouver des solutions, alors que les politiques, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir directement le projet de loi à soumettre au Parlement pour derrière ce projet une solution à court terme, plutôt que de réfléchir à des moyens de trouver les meilleures solutions moyen terme. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas essayer de réfléchir aussi à d'autres solutions, carte sur table directement à présenter aux politiques qui puissent s'appliquer immédiatement? Je ne sais pas pour Laurence. Les collègues, j'ai fait ça comme métier, donc oui, on peut, il faut le faire, il y a des gens qui le font, et de temps en temps c'est le métier de faire. Ça ne veut pas dire, si on a le truc clé en main, là, par exemple la loi de transition énergétique de 2013, auquel j'ai beaucoup contribué, après un grand débat national, alors on apporte le projet de loi, tout fait là, avec il faut diminuer la consommation énergétique de la France de 50% d'ici 2035. Enfin, comment on fait et puis quoi?
Alors, il y a des choses qui se passent au moment entre le projet de loi bien fichu avec tous les articles qu'on a posés au Parlement ou qui a été vérifié par tout le monde, et puis ça se défait. Donc, c'est jamais une direction, c'est aussi des compromis, et c'est aussi des discussions. Et c'est vrai qu'on ne manque pas quand même, peut-être un peu loin de ça, mais il y a beaucoup de gens qui font ces propositions au gouvernement, beaucoup. Dans les partis politiques, dans les associations qui arrivent. Alors sur la précarité énergétique, il y a des associations de lutte contre la pauvreté qui ont proposé mais des dizaines de fois des articles de loi ou des projets de loi complètement bien faits, y compris avec les modalités de financement, y compris avec ça. Voilà, ça c'est possible, mais après il y a le jeu politique, des rapports de pouvoir et des jeux d'intérêt. Qui font que les banques ne veulent pas veulent pas s'engager dans un financement trop important de la rénovation des passoires thermiques, par exemple. C'est un des grands sujets. Donc, oui, il faut le faire. Souvent, ça reste un peu confidentiel. Donc, on ne sait pas qu'on avait ce projet de loi. Il était très bien. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je caricature parce que c'est de plus en plus connu quand même. Mais oui, vous avez raison. Il faut proposer des solutions. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont être adoptées. Il faut du rapport de force, quoi. Je crois que Valérie voulait dire un mot. Non, je voulais juste dire que parfois, la communauté de certains domaines scientifiques, comme en économie, s'accorde à dire que le coût du carbone ou le prix du carbone est un vecteur important pour conduire à des changements efficaces. Et on a vu à quel point ça peut se heurter à la dure réalité et à la perception de la société. Voilà, et donc on a aussi des retours d'expérience finalement sur les 4 grands facteurs qui vont jouer sur l'efficacité de l'action collective sur les enjeux de décarbonation de l'énergie: l'information, le cadre réglementaire, la fiscalité sous ses formes multiples et variées, et puis les investissements. Et donc la question sur en fait les cartes sur table et les choses concrètes, ça touche à ces questions-là en réalité. Et qui sont des questions qui vont tout de suite en fait passer par les filtres de projets politiques ou priorités ou visions politiques différentes. Et on le voit très bien d'ailleurs sur le débat sur l'industrie européenne, avec le cadre réglementaire qui est perçu comme étouffant versus les gros plans d'investissement qui se font dans d'autres régions du monde. On voit qu'on ne joue pas sur les mêmes cartes et que ça ne donne pas nécessairement les mêmes résultats. Et puis il y a des hypothèses. Il y a eu un prix Nobel d'économie il y a 3 ans maintenant, qui disait l'optimum économique, en fonction des modèles utilisés classiques, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de travaux, c'est le réchauffement à 4 degrés. Voilà. Bon, après, on peut discuter de ce que ça veut dire, l'optimum économique, mais on a aussi des biais et des angles de vue de la discipline et aussi de la politique. Alors oui, à 4 degrés, je ne sais plus combien on sera encore... comme espèce humaine, on va être en mauvais état, je pense, de ce que je comprends. Mais l'optimum économique, là, il y sera. Mais il a eu le prix Nobel quand même, il faut reconnaître. À notre grand scandale, d'ailleurs, pour tous ceux des économistes du climat. Lidéric. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ouais. En fait, d'une part, quand on avait proposé avec des collègues scientifiques de tout un centre, voilà, ça a été transformé en projet de loi par d'ailleurs un député de droite, donc il n'y a pas que les gens de gauche qui proposent des choses côté écologie. Mais en fait, c'était un enterrement de première classe. Donc, effectivement, si c'est pas poussé, si c'est pas, il n'y a aucune chance. Donc, et on le voit aussi avec le rapport Draghi, qui contient quand même beaucoup de choses. J'y faisais référence en fait. Ouais. Et on ne sait pas, je sais pas, qui peut être plus imposant que Draghi, quoi. Et on voit bien que c'est aucune garantie que ça puisse avoir une conséquence. Mais bon, bref. La question pourrait amener à vous refaire parler des conventions citoyennes aussi, de ces outils que vous avez peut-être critiqués parce qu'ils étaient à moyen terme et un peu longs, mais justement l'articulation du temps long de la recherche et du temps très rapide de la loi, ça peut passer par... Alors je sais que vous avez une expérience mitigée des conventions citoyennes, notamment sur le climat, en termes de résultats législatifs, je veux dire. Pas du processus lui-même, mais... C'est la première fois qu'il y a eu un projet de loi climat-résilience avec une évaluation au départ de ce que cela impliquerait par rapport aux objectifs même que la France s'était fixés. Et du point de vue du Haut Conseil pour le climat, c'était une avancée d'arriver à avoir un projet de loi, puis esquisser ce qu'il permettrait de faire ou pas, en fonction de sa mise en œuvre. Et on a d'ailleurs un cadre de suivi également dans la durée. Et on a besoin de ça, on a besoin aussi de ce cadre pour améliorer l'efficacité de l'action publique, parce que finalement, c'est devant les citoyens. Et je crois que c'est cette force-là qu'il faut faire monter en puissance, c'est le suivi
de l'action publique et la pression, l'exigence en fait, qu'apporte un ensemble très large de citoyens par rapport à cette action. On porte un programme recherche et politique publique. Il faut aussi évaluer scientifiquement les résultats des politiques publiques. On y reviendra. Une dernière question dans la salle dont le toit commence à manquer. Oui, bonjour, je voulais évoquer un sujet, alors vous l'avez déjà plus ou moins évoqué tous, c'est les relations entre le politique ou la gouvernance, le citoyen et le chercheur. On a l'impression quand même que ce sont des mondes qui sont assez séparés, où le politique en France a tendance à considérer le citoyen comme un éternel adolescent ou une personne qui n'est pas majeure, et le chercheur qui n'est pas toujours intégré au monde politique. Et derrière se pose la question de la démocratie et de la transparence. Je vais donner un exemple, c'était les vaccins ARN, qui ont été effectivement un bienfait pour la résolution de la crise Covid, mais en même temps, il y a eu un manque de transparence sur les effets secondaires, et c'est un peu classique, grosso modo, de la gouvernance française. On se rappelle de ce qui s'est passé à Tchernobyl, où finalement des gouvernements étrangers étaient transparents, et chez nous ça a été très très transparent. Sur les vaccins ARN, il y a eu des effets secondaires qui ont peut-être été justement avec une surréaction, parce qu'il y a eu un manque de transparence. Et on a généré des antivax ARN, qui sont devenus après de proche en proche des antivax tout court, et petit à petit, on en est venu à mettre en doute les bienfaits de la recherche scientifique, et ce qui est quand même une fantastique, comment dire, un retrait fantastique, et des doutes sur la recherche scientifique. Alors n'est-il pas nécessaire d'avoir un peu plus de transparence, de faire un peu plus confiance aux citoyens, lui donner plus d'informations sur justement la recherche, les effets secondaires, quitte à prendre un petit risque, et puis aussi dans le monde politique, qu'il y ait un peu plus d'intégration entre les chercheurs et les politiques, voire qu'il y ait un peu plus de chercheurs dans le monde des politiques. Je voudrais citer un livre de Pierre-Louis Lyons, qui est passé par cette école, et il parlait justement des relations entre le mathématicien et le politique, et il disait quand un chercheur pose une question à un politique, au mieux, il a une réponse polie, sans forcément d'effet, au pire, il n'a pas de réponse du tout. Alors, je suis gêné que la pluie vous tombe dessus pendant qu'on répond. C'est un sujet très large qu'on traite beaucoup à l'école. Je vous propose une petite transition climatique. Pour peut-être, on avait prévu un dernier tour, mais comme cette averse n'était pas vraiment prévue, vous n'avez pas anticipé, contrairement à il y a 2 ans. Elle n'est pas censée durer très longtemps ce soir. J'espère que vous pourrez revenir dans cette grande scène et cette grande salle. Est-ce que quand même vous voulez rebondir sur l'imaginaire de la science aussi, qui doit s'imposer à la politique elle-même, la vérité, la transparence? Je ne sais pas si vous voulez quand même rebondir là-dessus pour boucler. En 1 minute, il y a une très grande demande des citoyens français sur l'honnêteté des politiques, alors qu'on leur dise les choses comme elles sont et qu'on ne les prenne pas pour des imbéciles. Ma réponse tiendrait là. C'est bien déjà. L'idée. Oui, puis la science en soi... de toute façon, tous nos travaux sont publics, publiés. Donc il y a aussi, nous, on est en transparence totale, évalué en permanence. Donc voilà, il faut aller chercher l'information qui est parfois difficile à aller chercher, mais elle existe en fait. Valérie ? Oui, en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est m'adresser aux 4 jeunes scientifiques. Oui, justement, j'allais leur donner la parole aussi pour conclure. Bah alors, allons-y. Si vous voulez dire un mot, En fait, vos 4 questions, c'est des questionnements qui traversent toutes les communautés scientifiques, en fait, à s'interroger sur notre place, l'utilité de ce qu'on fait, la manière de le faire mieux, la manière de contribuer aux transformations de société. Et moi, j'ai envie de vous dire, projetez-vous en 2050. Là, en ce moment, c'est compliqué de garder le cap et l'engagement sur les enjeux énergie et climat. Le contexte est compliqué. Vers quoi on veut aller ? 2050, en fait, on veut aller vers la neutralité carbone. Vous aurez mon âge, hein. Ça veut dire, en fait, c'est ce monde-là qu'il faut construire. C'est aussi un monde résilient, parce qu'on sera peut-être autour de 2 degrés de réchauffement planétaire. Et donc, comment faire en sorte de le préparer maintenant ? Et puis, ce sera aussi un monde où la recherche scientifique, elle sera décarbonée. Et c'est aussi un défi d'arriver à le mesurer, d'arriver à réfléchir, à porter les transformations, y compris dans nos propres pratiques. Et j'espère que ce sera un monde où on aura renforcé les relations science-société, prise de décision, avec effectivement cette exigence de transparence, mais aussi ce côté émancipateur qui me semble fondamental des connaissances scientifiques pour chaque citoyenne, chaque citoyen.
Justement, vous quatre, après toute cette discussion, est-ce que vous allez en retenir quelque chose pour votre action scientifique et citoyenne? Moi, il y a une chose que je retiens, et surtout des dernières discussions, c'est cette question de transparence. Et effectivement, dans la recherche, il y a un vrai souci de transparence, d'évaluation par les pairs. Et je me suis demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre de certaines pratiques de la recherche et l'appliquer en fait à la société? On parle des nouvelles technologies, il y a vraiment cette question de la démocratie, de redonner un peu de pouvoir aux éternels adolescents que sont les citoyens. Est-ce qu'on ne peut pas bénéficier de cette technologie pour faire de l'évaluation par les citoyens sur la politique? Est-ce qu'on ne peut pas espérer un peu plus de transparence de ce qui est proposé, par exemple, au Parlement, et le fait qu'on soit vraiment au courant et qu'on puisse en fait réagir, puisqu'il y a des feuilles de route qui sont amenées devant les politiques et ils n'en font pas forcément quelque chose. Et je pense qu'on serait heureux de le savoir pour potentiellement agir encore plus. Voilà. Vous trois Alors, moi, je retiens une chose, c'est qu'à chaque fois, vous dites, le problème, c'est la communication scientifique. Il faut que tout le peuple ait une connaissance scientifique et que la politique reflète la société. Et donc, plus la société et les citoyens seront informés, plus la politique sera poussée, on va dire, vers un meilleur avenir, vers 2050, la société qu'on projette. Donc, tout passera par le citoyen et par notre communication scientifique envers eux. Tout à fait. On dit pas direct. Ouais, pas direct. Oui, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Difficile de conclure ce débat. Moi, c'est des questions qui me traversent et donc je voulais tout simplement vous remercier pour votre intervention et votre présence ici, qui témoigne de votre engagement et de votre volonté de faire avancer les choses. Et je pense et je crois beaucoup qu'au final, même si parfois nous pouvons avoir des avis divergents, que nous sommes des alliés et que notre intelligence collective fait notre force. Voilà, donc je voulais conclure sur ces quelques mots. Super. Vous concluez le débat d'ouverture, je rappelle, de la nuit. Allez-y pour Clément. Non, mais moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était aussi comment cette neutralité supposée des scientifiques était parfois pas neutre du tout, et qu'en fait cet engagement et notre engagement en science et en tant que citoyen était nécessaire et oui, avait son importance, et c'était une réponse qui me tenait à cœur et que je trouve très importante. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je peux m'engager au nom de l'école normale à continuer dans la foulée des engagements que vous avez dessinés, des contraintes, des défis, des urgences, mais aussi de l'urgence du savoir et de la discussion éclairée par le savoir, même avec des tensions, même avec des frictions, parce que les frictions ne sont pas seulement comme Laurence l'a rappelé, les frictions ne sont pas éliminables, et heureusement aussi dans la société. Merci beaucoup, merci pour cette ouverture polyphonique. Merci à vous toutes et tous. Je pense que la pluie ne va pas durer très longtemps. Moi, mon application météo me dit que c'est déjà passé. Donc, c'était faux. À bientôt. À tout de suite. Merci beaucoup.